et salutations à toutes et à tous. Je me présente, je suis Jean-François, animateur et co-instructeur des cours d'épée longue chez Batesta, club d'arts martiaux historiques européens basé à Bordeaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première vidéo d'un projet qui me tient à cœur. En effet, j'ai pour objectif de réaliser une série d'interprétation et de vulgarisation autour du traité Fior di Battaglia écrit par Fiore dei Liberi, et plus particulièrement le chapitre dédié à l'épée longue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de présenter le traité, son auteur, ainsi que le contexte historique. Cependant, je ne ferai que survoler brièvement ces éléments-là, parce que cela rallongerait considérablement la durée de la vidéo. Et aussi, il y a déjà eu des travaux réalisés sur la vie de Fiore dei Liberi et le contexte historique précis de son époque. En effet, je vous conseille d'aller jeter un œil aux travaux de Pierre-Alexandre Chaise, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, et également d'aller visionner la vidéo d'entrée en lice qui traite du maître d'armes Fiore dei Liberi. On connaît le traité sous 3 noms différents: Fior di Battaglia, Fluos Delatorum et Florius dell'Arte Tondi. Ce traité se présente sous la forme d'un codex compilant plusieurs chapitres. Chacun d'entre eux est dédié à un art martial bien spécifique. En effet, on retrouvera du combat à la lutte et au bâton de commandement, du combat à l'épée à une main, à l'épée à deux mains, en armure avec une épée ou une hache d'armes, du combat équestre ou encore du combat à armes inégales. En effet, dans ce chapitre-là, on verra par exemple des oppositions de lance face à une épée ou même d'épée face à une dague, ainsi que des affrontements asymétriques en termes de nombre où l'on verra le maître affronter 2 ou 3 adversaires. De l'avis du maître d'armes, le traité ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'il est né dans la ville de Cividale, qui se trouve dans la région du Frioul, dans le nord-est de l'Italie, en étant limitrophe avec l'Autriche. On apprend également que Fiore dei Liberi a une affinité depuis sa plus tendre enfance avec les arts martiaux, et qu'il aurait appris de nombreux maîtres d'armes italiens et allemands. Les premières traces de vie officielles de Fiore dei Liberi nous viennent de la ville d'Udine. En effet, dans les registres, on y apprend qu'il y aurait officié pour veiller au bon entretien des arbalètes et des armes de siège, mais qu'il a également eu des missions de magistrature, d'agent de la paix et également des missions d'escorte et de commandement. Le reste de son cursus nous viendra du prologue du traité en lui-même, où en effet il va nous dévoiler une liste d'élèves, donc des chevaliers et des écuyers, à qui il a enseigné son art et qui se sont illustrés dans des hauts faits d'armes, et généralement dans des duels à l'arme émolue, c'est-à-dire des armes émoussées, ou bien dans des combats à la barrière, des combats codifiés entre chevaliers. De ces éléments-là, on peut en déduire donc que Fiore dei Liberi a écrit son traité dans un esprit de servir à apprendre l'autodéfense, dans des risques ou des escarmouches, donc ce que l'on appelle la petite guerre, ou alors dans du combat codifié entre nobles. Je t'attends immobile en porte de fer pour gagner les prises de tout mon possible. Le jeu de la lutte est mon art, et j'ai une grande part dans celui de la lance, la hache, l'épée et la dague. Je suis la porte de fer pleine de malice. Je cause de la difficulté et de la peine à quiconque m'affronte. Et toi, qui veux gagner les prises contre moi, je te ferai aller au sol avec de fortes prises. Si j'ai extrait cette partie du chapitre dédié au combat à la lutte, pour l'intégrer dans cette vidéo dédiée au combat à l'épée longue, c'est qu'un passage m'a interpellé. En effet, le maître d'armes nous explique que cette garde de la Porta di Ferro, en lutte, fait le jeu de l'épée, de la hache, de la lance et de la dague. Je l'interprète donc comme étant la structure de base que l'on adopte. Ce que j'entends par structure de base, c'est le positionnement dans lequel on va se retrouver avant de lancer une action. Et en effet, plus tard dans le traité, des illustrations seront dépeintes pour décrire des postures ou des débuts de situation dans lesquels on retrouvera cette position. Nous sommes deux gardes, semblables et contraires l'une à l'autre. Chaque autre garde de l'art est similaire et contraire à une autre, à l'exception des gardes qui se tiennent en pointe, à savoir la posture longue, la posture courte et la porte de fer médiane. Car, estoc contre estoc, la plus longue attaque la première. Tout ce que peut faire l'une, l'autre peut de même.
Chaque garde peut faire le tour stable et le demi-tour. Le tour stable consiste à jouer devant et derrière, d'un côté, tout en se tenant de pied ferme. Le demi-tour consiste à faire un pas vers l'avant ou vers l'arrière, et ainsi pouvoir jouer de l'autre côté, en avant et en arrière. Un tour complet consiste à faire tourner un pied autour de l'autre. Le second se tenant immobile tandis que le premier en fait le tour. Je dis ainsi qu'il y a 3 mouvements à l'épée qui sont le tour stable, le demi-tour et le tour complet. Ces gardes sont appelées l'une et l'autre posture de la dame. Il y a également 4 choses dans l'art, à savoir passer, reculer, s'étendre et se rétracter. Pour appréhender ce paragraphe, je vais le commencer par la fin. En effet, après avoir vu la structure de base, donc la porta di ferro, je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de voir les déplacements, avant de terminer sur le système de garde que nous présente Fiore dei Liberi. Ici, nous allons voir ce qu'en escrime moderne nous appelons la marche, qu'elle soit avant ou arrière. Pour effectuer ce mouvement assez classique, nous allons utiliser 2 gestes que nous décrit Fiore dei Liberi, à savoir s'étendre et se rétracter, accrescere et discrescere. Une marche va donc se composer d'une extension, accrescere, et d'une rétractation, discrescere. Il faut savoir également que ce mouvement-là peut se faire sur les côtés ou à la traverse. En effet, généralement, les conventions d'escrime en arts martiaux historiques européens veulent que l'on combatte dans une lice et pas sur une piste. À ce stade-là, lorsque j'organise des séances d'initiation pour toutes les nouvelles personnes désireuses de découvrir l'escrime à l'épée longue, je précise toujours qu'il faut rester bien bondissant, bien dynamique, bien explosif dans l'exécution de ces déplacements. En effet, à partir du moment où on lève le pied avant ou le pied arrière, pour marcher dans un sens ou dans l'autre, il convient de pousser avec la jambe opposée. À cela, j'ajoute aussi le fait de rester bien gainé au niveau de son torse. Ces 2 notions, nous les retrouvons tout simplement dans le segno de Fiore dei Liberi à travers les 4 vertus qu'il nous présente. En l'occurrence, les 2 vertus qui nous intéressent sont la célérité ou presteza, dont je vais lire ici la phrase qui accompagne cette notion. Je suis le tigre, je suis si preste à courir et tourner que l'éclair ne peut me dépasser. Cette vertu est représentée par un tigre tenant une flèche. L'image est évidente, le tigre qui bondit sur sa proie et la flèche rapide qui atteint sa cible. La deuxième vertu du combattant, que je tenais aussi à montrer, se nomme la force, ou forteza, et je vais en lire sa description. Je suis l'éléphant qui porte un château comme charge, et jamais je ne m'agenouille, ni ne perds pied. Ici, la vertu est représentée par un éléphant monté d'une tour. Je l'interprète comme ceci. L'éléphant représente la partie basse du corps, c'est-à-dire du pied jusqu'au bassin. Et il s'agit d'un animal qu'on ne fait pas flancher si facilement. La tour, quant à elle, représente la partie haute du corps, c'est-à-dire le buste, qui doit rester bien droit et bien gainé. En effet, être trop penché en avant ou en arrière ou encore sur les côtés, c'est le meilleur moyen de nuire à sa stabilité et son explosivité. Si je m'attarde à interpréter ces 2 mouvements, c'est tout simplement qu'ils reviendront à plusieurs reprises plus tard dans le traité. Le terme accaresse reviendra en effet plusieurs fois dans les jeux décrits par Fiore dei Liberi. Nous allons maintenant passer au mouvement suivant, qui trouve également sa correspondance en escrime moderne, c'est-à-dire la passe, et qui se fait également vers l'avant ou vers l'arrière. Pour effectuer une passe, nous allons voir 2 gestes, qui sont le fait de passer, passare, et le fait de reculer, tornare. Le fait de passer une jambe consiste tout simplement à prendre par exemple le pied qui est en arrière et à le faire passer devant, et cela sans changer de côté. Le geste de reculer prend tout simplement le chemin inverse, cela toujours sans changer de côté. En effet, c'est très important. Ce que j'entends par changement de côté, c'est tout simplement le côté qui est armé. Par exemple, si je tiens mon arme à droite, alors que je fasse une passe avant ou une passe arrière, elle sera toujours à droite. Il en va d'ailleurs de même pour la marche. Nous verrons plus loin dans la vidéo un mouvement qui permet d'avancer tout en changeant de côté. Et bien évidemment, comme pour la marche, la passe peut se faire sur le côté ou à la traverse. Tout comme pour la marche avec accrescere et discrescere, les termes passare et tornare reviendront plusieurs fois dans les jeux que nous décrit Fiore dei Liberi tout au long de son traité. Nous allons maintenant nous attaquer au système des voltes, ou volta. Avant de démontrer mon interprétation par la démonstration, il convient avant tout de connaître le contexte dans lequel elles sont utilisées. En effet, à l'époque, les combats ne se font pas tout le temps en duel, dans une lice,
et peuvent également avoir lieu lors de rixes, de tentatives d'assassinat ou de petites guerres. Ce que l'on entend par petites guerres, ce sont tout simplement des escarmouches ou des affrontements opposant de petites milices ou de petits groupes. Une personne ayant donc à combattre dans ces conditions-là peut se retrouver à combattre plusieurs adversaires en même temps. C'est pour cela que j'encourage vivement le fait de réaliser des assauts avec plus d'un opposant et pas forcément de manière symétrique. En effet, ça peut être un duel qui commence de manière classique entre deux adversaires et l'arbitre peut à tout moment décider de faire intervenir un autre combattant dans la lice. Et selon moi, pour mieux comprendre l'essence de ce traité de combat, il faut également ne pas opposer systématiquement des épées longues et savoir jouer avec des lances ou des dagues. Après ce bref petit interlude qui permet d'imaginer les contextes des combats de l'époque, nous allons entrer dans le vif des sujets des Volta. Nous allons commencer par le tour stable, Volta Stabile, qui nous permet de jouer d'avant en arrière, en restant de pied ferme, tout en restant armé du même côté. Ce geste permet donc de faire volte-face, par exemple, pour affronter un nouvel adversaire qui arriverait de dos, tout en permettant le changement de garde sur une posture, et cela j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Le demi-tour ou la mezza volta est un mouvement qui permet de jouer d'avant en arrière et vice-versa, de changer de côté armé et également de faire passer une jambe devant l'autre. A contrario du mouvement de passe, ici l'action se déroule en un temps et non en deux temps. Et surtout nous changeons de côté armé, ce qui aura son importance plus tard quand nous verrons le système de garde. Et pour terminer, nous allons voir le tour complet, ou la tutta volta. Ici, l'action consiste tout simplement à faire un tour complet autour d'un pied, et permet d'obtenir presque le même résultat que la volta stabile, sauf que cette fois-ci, nous conservons la même garde. Est-ce que vous auriez par hasard prévu d'avoir des épées longues dans votre vidéo sur l'épée longue? Hein? Et ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et en effet, nous allons voir ici le système de garde que nous décrit Fiore de Liberi. Dans ce paragraphe, on nous montre deux gardes, qui sont dites de la posture de la Madone. À ce stade-là, on découvre en effet des informations très intéressantes et très capitales sur le fonctionnement des gardes et des postures. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo dédiée aux postures, mais je vais partir du principe, pour mon interprétation, que ces deux notions sont distinctes l'une de l'autre. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai volontairement tronqué une partie de l'extrait de ce paragraphe. C'est en effet un passage sur lequel je reviendrai ensuite. Nous venons donc de voir deux gardes d'une même posture qui sont chacune similaires
et contraires l'une à l'autre. Elles sont similaires dans le fait que ce que l'une fait, l'autre peut de même. Je m'attarderai à montrer tout cela lors d'une prochaine vidéo, donc celle dédiée aux postures. Je dois la complétion de mon interprétation, qui va suivre, à une séance de lecture de traités organisée par Adrien Pommelet du chapitre des armes, club d'arts martiaux historiques européens basé dans la région parisienne. En effet, en partant du postulat que mon adversaire va adopter une garde d'une posture, je peux alors, pour le contrer, adopter la garde contraire de la même posture. Et maintenant, je vais compléter par mon interprétation. Je me suis en effet rendu compte d'une chose lorsque j'ai expérimenté ces gardes afin de trouver la chose qui pouvait les différencier. Ce qui m'a mis sur la piste, c'est déjà la différence au niveau du positionnement du corps, ce qui est flagrant. Que ce soit au niveau de l'engagement des épaules, du buste, des hanches et de la partie basse du corps. Mais aussi le passage que j'ai volontairement tronqué tout à l'heure et qui m'avait un peu perdu avec ces histoires de longueur de lame et de longue pointe. En effet, ce passage nous indique que le changement de garde que l'on a vu précédemment pour la posta di donna destrezza n'affecte pas les postures en longue pointe, que sont la porta di ferro, mezzana, la posta breve et la posta longa, et que dans leur cas, ce sera toujours la lame la plus longue qui touchera en premier. J'en ai donc déduit qu'il y avait une différence de portée entre les gardes des autres postures, et c'est ce que je vais démontrer par l'exemple qui suit. Évidemment, l'expérimentation a également été réalisée avec les 3 postures en longue pointe que nous avons vues précédemment et qui sont citées dans ce paragraphe. Et le constat s'impose de lui-même, l'engagement du corps reste identique, qu'importe le changement de garde et donc de pied d'attaque. Naturellement, dans ces situations où on est en pointe contre pointe pour un échange des stocks par exemple, la pointe la plus en avant, que ce soit par la longueur de la lame ou alors en fonction du déploiement des bras, lui-même induit par la posture. Ainsi, on peut supposer que face à une posta breve, plutôt que de prendre une garde contraire de cette même posture, j'adopterai cette fois-ci une posture ayant une plus longue pointe, tout naturellement la posta longa par exemple. Au final, dans ce paragraphe de seulement quelques lignes, nous apprenons beaucoup de choses. En partant d'une structure de base, nous avons vu comment nous pouvons effectuer des déplacements qui sont eux-mêmes décomposés en gestes. Des mouvements et des gestes que nous retrouverons à plusieurs reprises au cours de la lecture du traité et qui seront des parties essentielles des jeux présentés par le maître d'armes Fiori dei Liberi. Nous voilà donc à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des retours, des avis, des suggestions, n'hésitez pas à profiter de l'espace commentaire pour m'en faire part. Sachez qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos où on traitera notamment des coups, des postures et nous verrons également la tenue de l'épée et le segno. Je vous dis à bientôt!